Bienvenue à ce webinaire donc sur comment accélérer la transformation des collectivités, donc en partenariat entre Sinox et KPMG. Erwan et moi-même allons animer ce webinaire pendant une petite quarantaine de minutes. L'objectif, c'est donc de vous présenter un peu la démarche commune qu'on a eue des collectivités. Et pour ce faire, je vous demanderai, si vous avez des questions, de pouvoir commencer à les noter donc, dans le tableau que vous avez à votre disposition pour qu'on puisse après, en fin de webinaire, en prendre quelques-unes, on espère en prendre un maximum pour qu'on puisse échanger dessus. Alors, je vais me présenter et après je laisserai la parole à Erwan. Donc, je suis Emmanuel Mouton, le fondateur donc, de Sinox. Sinox, on a un éditeur et intégrateur de solutions IoT et notamment pour les collectivités. Et donc, on va vous faire un peu ce retour d'expérience. Erwan, je te laisse te présenter. Merci Emmanuel. Erwan Carrier, je suis directeur associé chez KPMG. Je suis en charge de la Smart City, aussi bien en mode conseil pour les collectivités territoriales, qui est ma porte d'entrée, parce que j'avais monté un cabinet qui s'appelait le groupe Eneis et qui a rejoint KPMG, que pour les PME ETI qui veulent définir une stratégie Smart City de positionnement sur des marchés, et puis bien sûr les grands comptes aussi, autres acteurs fondamentaux qui cherchent un positionnement sur ce marché émergent qui a du mal à sortir de terre. Donc, vous voyez, la complémentarité est quand même forte entre KPMG sur l'audit et l'accompagnement stratégique et Sinox, société très technologique, donc sur les opérationnels et terrain. Et donc, le lien pour les collectivités d'arriver à répondre un peu à leurs enjeux d'une part stratégique, d'une part technologique, était complémentaire. Donc, c'est issu en fait des échanges qu'on avait pu avoir ensemble, qu'on s'est dit c'est quand même intéressant d'avoir une approche qui est top-down et down-top. Oui, et puis peut-être aussi, Emmanuel, si tu permets, on s'est retrouvés sur des valeurs. C'est-à-dire que notre première rencontre, sans raconter notre histoire, mais c'est important parce que ça dit beaucoup de la suite. Notre première rencontre, c'est un colloque. On était un peu les seuls à dire attention, la Smart City, telle qu'on est en train de la penser, telle qu'elle est en train de sortir de terre, telle qu'on est en train de la construire ici ou là, c'est pas la bonne Smart City. C'est celle qui part de la techno pour peut-être s'interroger un jour sur les besoins, alors que toi et moi, on s'est tout de suite dit et retrouvé sur le vrai processus, il est inverse. Et puis, il y a un autre enjeu qui est très fort et autour duquel on se retrouvait, qui était la sobriété numérique. C'est-à-dire que la Smart City, aujourd'hui, qui vise à récupérer de la donnée, de la data, mettre de l'IoT partout, c'est sans doute pas un sujet, enfin, une manière d'appréhender la Smart City avec beaucoup de, en étant très avant-garde, mais au contraire, nous, on pense, toi, Sinox, nous, KPMG, on pense qu'il faut réfléchir en amont à quoi peut servir la donnée, qu'est-ce qu'on veut capter comme données, de quoi on a vraiment besoin dans une ville, quelle que soit sa taille, en fonction de ses projets. Et c'est vraiment c'est un vrai retour d'expérience depuis plusieurs années, voire dizaines d'années à côtoyer les utilisateurs, les citoyens, des élus, des opérateurs donc de services sur la collectivité où on a pu conforter finalement cette expérience-là et donner du sens. Comme tu dis, Erwan, c'est vraiment donner un sens à ce que on veut amener et comment nous aussi on voit aussi la Smart City et comment elle est perçue. Donc finalement, il y a des attentes, il y a des aspirations et d'arriver à amener, à concrétiser ces aspirations avec une démarche qui est un peu innovante dans ce partenariat. Je pense que c'est quelque chose qui a du sens. Donc, on va essayer de vous faire partager pendant ce temps-là un peu cette démarche-là. Je te laisse prendre un peu du contexte, puisque sur le côté stratégie, c'est toi qui côtoie bien les politiques publiques, et donc la stratégie, je te laisse attaquer. Je ne sais pas si je suis un grand stratège. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments de constats qui sont extrêmement partagés par les collectivités de toute taille. On parle beaucoup de Dijon, on a beaucoup parlé de Dijon. Hier, on va parler d'Angers, pas nous, mais beaucoup dans la presse aujourd'hui et demain. Mais ce n'est pas l'essentiel de la Smart City en France et ce sera de toute façon pas l'essentiel de la Smart City demain. Le constat, il est assez terrible. Hein. Le constat, il est que d'une part, les élus,
Et leurs équipes sentent bien qu'il y a une nécessité de s'intéresser et de s'interroger sur le sujet de la Smart City, de la donnée, voient bien qu'il y a des grands acteurs, des GAFA, mais pas que, qui ne sont pas des aménageurs urbains, pardon, mais qui en revanche sont en train de penser la ville. Alors, on a certes Google et ce qu'ils sont en train de monter à Toronto, mais au-delà de ça, Airbnb, Waze ne sont pas des acteurs publics et pourtant ils repensent très largement la stratégie touristique de collectivité. Ils repensent très largement les plans de circulation des villes, ou en tout cas, ils obligent les élus à repenser tout ça. Donc ça, c'est un besoin. Et de l'autre côté, il y a une inquiétude de la part des élus et qui se divise dans plusieurs branches. La première branche, d'abord, c'est qu'ils le savent, la ville connectée, la ville intelligente oblige les services à fonctionner de manière extrêmement décloisonnée. Voilà. Et demander à ces services de ne plus fonctionner en silo, en soi, c'est déjà demander aux services de faire un effort important. Donc, les élus savent que l'organisation de leur collectivité va être impactée. Il y a un autre élément qui est extrêmement fort et qui fait que la Smart City a encore peut-être du mal à émerger, c'est que de toute façon, les politiques publiques de demain vont se penser de manière extrêmement imbriquée. Et les écosystèmes dans les territoires vont être les vrais précurseurs de la ville intelligente. Un élu demain, une équipe municipale demain, ne pourra plus travailler seul dans son coin, ce qu'il ne faisait déjà plus vraiment, mais une grosse partie de leur politique publique dépendra des données qu'ils vont récupérer chez l'État, chez Pôle emploi, mais aussi chez des grandes entreprises, dans des ETI, dans des PME qui feront finalement la ville de demain. Donc, il y a cette obligation de s'ouvrir aux autres, d'avoir une autre approche de la politique publique. Et puis, le dernier point qui peut être le plus saillant et le plus partagé, c'est la crainte, en mettant des objets connectés sur un territoire, de se retrouver hacké, même si aujourd'hui les expériences de hacking sont extrêmement limitées et soit portées par des grandes puissances contre des grosses villes américaines, soit plus testées par des universitaires. Mais de toute façon, cette question de la sécurité autour de l'IoT et la Smart City de manière générale est aussi un frein. Et pour terminer, eh bien, il y a ce magma de providers, de solutions qui sont envoyés, proposés aux élus quasiment de manière quotidienne. Ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne s'y retrouvent pas parce que ça ne correspond pas à leur stratégie. Ils ne s'y retrouvent pas non plus parce qu'ils savent que un certain nombre de leurs collègues ont eu des mauvaises expériences. D'où l'importance, sans doute, d'un partenariat stratégique entre Sinox et KPMG, en étant en capacité de dire, voilà, on pense votre stratégie, on a ensemble validé cette stratégie et on sait aussi que derrière, les outils qu'on va vous apporter seront de qualité et en capacité de répondre à vos besoins. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu perdus et donc ils ont un tel choix donc ils ont besoin vraiment d'être accompagnés. Ils savent que c'est une nécessité, mais ils sont un peu perdus dans comment appréhender cette problématique. Alors qu'est-ce qu'on a pu observer comme finalement on a recensé trois typologies d'objectifs, hein, Smart City, fort de notre expérience. Donc je peux en parler, je te laisse la main, Erwan. Oui, peut-être avant de terminer mon soliloque, hein, parce que c'est à deux qu'on a pensé les choses, mais il y a trois branches, vous les voyez. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça va très vite. Tout ça va extrêmement vite. Il y a encore 2 ans, quand on parlait Smart City, on parlait grosso modo de services urbains et de qualité des services urbains. Les déchets, l'eau, la mobilité. Et puis, depuis 1 an et demi, et ce qui se passe le samedi sur les ronds-points, il y a cette vocation démocratique, la capacité à faire participer les citoyens autrement, qui est remontée, qui a émergé, et on voit que les civitech, par exemple, sont en train de fleurir sur ce terreau très fertile qui était le mécontentement populaire et la défiance vis-à-vis des élus. Les élus ont compris effectivement qu'il y a la possibilité de s'appuyer sur des outils intéressants, nouveaux, sécurisés, pour faire de la démocratie participative et mobiliser les habitants autour des projets de leur collectivité. Et puis, il y a cette autre branche, il y a cette autre partie là aussi qui était déjà sous-jacente dans tout ce qui se mettait en place autour de la Smart City, mais qui devient de plus en plus incontournable et qui devient presque la porte d'entrée. On le voit dans des forums ou dans des colloques pour les élus aujourd'hui. Ils ne veulent plus une ville intelligente seulement pour disposer d'objets connectés ou améliorer la qualité des services urbains. Ils veulent une ville intelligente parce qu'ils veulent une ville sobre, ils veulent une ville responsable, ils veulent une ville
durable. Et ça devient un enjeu majeur, largement majeur aujourd'hui dans la stratégie des collectivités territoriales, mais aussi dans la stratégie des grands groupes qui peuvent embarquer avec eux des CTI ou des PME. La porte d'entrée, l'axe fondamental devient de plus en plus la question de la durabilité. Et pour arriver à mesurer finalement les impacts, il faut la donnée, elle est essentielle dedans, puisque c'est dans le temps qu'on peut voir de quel moment on part et où est-ce qu'on arrive, et donc d'arriver à avoir une vision. Donc la donnée, elle est essentielle pour évaluer finalement les niveaux d'impact et les niveaux d'action, et finalement arriver à chiffrer, à piloter. Donc, pour piloter donc, ces actions, si on est dans le droit chemin, la donnée va être essentielle. Donc, d'où le sens de capter la donnée, de la remonter. Hop. Alors, le dispositif, il est en plusieurs phases. Alors, c'est pour ça que c'est vrai que je laisse beaucoup parler à Erwan au départ. Ne vous inquiétez pas, je parle un peu sur la partie technologique, mais l'essentiel est forcément la base sur l'état des lieux et le sens. Donc, c'est pour ça que le début de la phase de comprendre les politiques publiques est essentiel, parce que l'un va pas sans l'autre et l'autre va pas sans l'un. Donc, Erwan, la première partie, c'est toi qui démarre donc dans cette phase donc de dispositif d'accompagnement, et après on va voir qu'on prend le relais sur la partie technologique, qui est que l'outil pour mettre en œuvre finalement les objectifs que l'on se vise. Ouais, tu l'as dit, Emmanuel, l'outil il vient après. Il vient après quoi? Ben, il vient après d'abord une vision. C'est extrêmement compliqué pour un élu quel qu'il soit d'avoir une vision précise de la manière dont sa ville demain peut être plus intelligente en étant davantage connectée. Les villes étaient déjà intelligentes, elles n'ont pas attendu l'IoT, mais l'objectif c'est d'accélérer le processus. Et formaliser une vision, d'abord c'est un engagement politique, c'est une réflexion politique, c'est une réflexion stratégique, et ensuite il faut que ça puisse se décliner dans des stratégies de politique publique, comme tu l'évoquais. Ce qui est très important en termes de méthodologie, c'est bien de comprendre en quoi, finalement, l'IoT, le numérique, le digital, vont venir améliorer la valeur usagée ou la valeur économique de la politique publique. Pour faire court et rapide, la valeur usagée, c'est quoi? C'est la satisfaction des citoyens. Et la valeur économique, c'est quoi? C'est l'efficience de la politique publique. Donc, nous, ce qu'on fait avec Emmanuel et ses équipes chez Sinox, c'est on repart de toutes les stratégies publiques qui sont déjà existantes au sein d'une collectivité. Je l'ai dit, la mobilité, l'environnement, les déchets, ça c'est connu. Mais on ne fait pas que ça. L'enfance, les personnes âgées, l'inclusion numérique, la culture, la relation à l'usager, tous ces pans de politique publique ont vocation à interroger l'impact qu'aura l'IoT et le digital sur la stratégie qui sera mise en œuvre sur le territoire. Donc, l'objectif, c'est bien de voir avec chacune des directions, avec chacun des services, voire parfois en fonction de la taille de la collectivité, avec l'ensemble des agents, en définitive, qu'est-ce qu'ils attendent et comment est-ce que l'IoT, comment est-ce que les produits existants et qui pourraient leur être proposés vont améliorer leur quotidien, améliorer surtout le quotidien des citoyens. Donc ça, c'est toute une première phase de travail. Et l'autre phase de travail, elle est fondamentale, elle ne doit pas être ratée. Elle repose sur l'acceptabilité, pardon, le mot La confiance. La confiance, j'aurais dû prendre ce mot-là, c'était plus simple, de la part des citoyens au regard de l'IoT. Il est impossible, il est impensable aujourd'hui de pouvoir lancer un projet Smart City sans, dès le début, solliciter, mobiliser sa population. Ça va donner cours derrière à des centaines d'exemples qu'on a en tête ou qui ont fait parfois la une de la presse locale et qui obligent une ville, souvent grosse, mais pas tout le temps, à retirer les objets connectés qu'elle venait de mettre dans des trottoirs ou en haut de lampadaires, de candélabres, parce qu'elle n'a pas prévenu ses citoyens de l'utilité et des usages qu'elle aurait de ces objets connectés. Donc ce travail de concertation avec la population, il est très important. Et pour terminer sur cette première approche méthodologique et voir comment ça s'articule ensuite avec concrètement la technologie, il est aussi très important de travailler sur l'accompagnement des agents, dont les fonctions et aussi les ressources
vont être directement affectés par la mise en place d'objets connectés. Donc, pour faire court résumé, mais c'est important pour les collectivités qui nous écoutent, on formalise la vision, on comprend en quoi est-ce que les stratégies de politique publique seront impactées économiquement et en matière de satisfaction de l'usager. Derrière, on travaille avec les populations, les agents, sur l'acceptabilité de tout ça. Et in fine, il en ressort quoi? Il en ressort que le projet Smart City, c'est avant toute chose, et ça va être partagé de plus en plus, et tant mieux si certaines collectivités sont en avance sur d'autres sur ce sujet, le projet Smart City sera d'abord le projet de territoire. Il faut éviter l'effet Linky, en fait, c'est ça. C'est ça. Linky, c'était typiquement une merveilleuse technologie qui a mal été communiquée, informée et acceptée. C'est ça. C'est ça. Et pour terminer très rapidement, ce à quoi on aboutit quand le projet Smart City devient le projet de territoire, eh bien, on modernise l'administration, on rend les services publics plus performants, on travaille sur la question de la démocratie locale, on répond aux enjeux environnementaux. Évidemment, on améliore l'attractivité du territoire et on est en capacité de faire en sorte que certains jeunes couples ou des ressources humaines qui sont peut-être plus fortunées que d'autres viennent s'installer sur un territoire parce qu'on le rend visible, parce qu'on le rend agréable, parce qu'on le modernise. Et pour terminer, on travaille sur une question de la maîtrise de la donnée, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein. Les élus sont loin de cette question de la maîtrise de la donnée, les agents sont loin de cette question de la maîtrise de la donnée, et elle est pourtant fondamentale parce qu'elle va changer le monde dans lequel on vit extrêmement rapidement. Et là-dessus, nous, experts de la Smart City, on a une vocation d'évangélisation plus que de pédagogie pour expliquer aux élus locaux, à leurs services, en quoi est-ce que cette question de la data doit être maîtrisée le plus vite possible pour mieux comprendre finalement comment on peut se positionner par rapport à Waze, par rapport à Airbnb ou par rapport à Amazon, et demain par rapport à Google, qui de toute façon viendra faire les villes, quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille. En fait, l'outil qu'on essaye d'amener, c'est de retrouver le pouvoir au sein de la collectivité et qu'elle ne perde pas sa gouvernance de la donnée et des services qu'ils veulent faire, qu'ils veulent mettre en œuvre. Et, pour on a vu que la phase état des lieux était essentielle. Alors, c'était important, c'est très stratégique de parler de ça parce que si on ne sait pas vers où on veut aller, on ne sait pas ce qu'on va vouloir capter, on ne sait pas comment on va vouloir faire, on ne sait pas quel outil, quel niveau de sécurité, qu'est-ce l'on doit mettre en place pour être efficace. Et l'approche qu'on a conjointe, c'est évidemment quand on co-construit quelque chose, c'est que la technologie apporte simplement l'exemple, le support qui permet de rendre concret aux agents territoriaux ce que la technologie est capable de faire et de leur ouvrir un peu l'esprit sur leurs enjeux et de mieux comprendre comment la technologie va pouvoir répondre à leurs enjeux. C'est pour ça que le lien il est fort. Donc, on part toujours, nous, technocentrés, parce qu'on est très technophile, hein, Synox, sur des expérimentations qui sont très simples à mettre en œuvre, qui sont très concrètes, qui sont très intuitives et qui permettent de toucher du doigt comment on remonte différents cas d'usage et d'issue de notre expérience. Et donc, c'est là où l'implémentation dans cette phase-là, on a mis un peu une mise en œuvre, on dit qu'on arrive à entre 3 mois pour des petites collectivités et 8 mois. Parce qu'il y a des interviews, il y a la mise en place, on ressort l'information pour pouvoir réétudier les données qui ressortent réellement, réajuster, et surtout, la donnée, c'est dans le temps qu'on voit. Et on voit qu'il y a une saisonnalité, on peut voir vraiment une supervision d'un territoire, il vit dans le temps, et donc ce temps de 3 mois, 8 mois, il est à minima pour pouvoir arriver à mettre en place donc une vraie étude. Donc vous voyez bien le lien entre finalement l'état des lieux, l'analyse de l'existant,
les estimations financières, finalement, d'arriver aussi à voir les impacts, parce que le coût est important et on voit que plus on prend en amont, plus on arrive à trouver des solutions qui sont plus en adéquation avec les finances publiques. C'est pour ça que Erwan et moi, on n'est pas forcément un grand partisan des centaines de millions qui peuvent être mis sur la table sur une Smart City, mais être beaucoup plus pragmatique et co-construire dans le temps, puisque finalement partir, c'est la politique du petit pas, finalement. Et la politique aussi, et ça, il y a très peu de collectivités qui savent le faire, c'est la politique de l'échec, c'est-à-dire de tester des choses, d'expérimenter, de voir et de se reposer les bonnes questions. D'où ces phases où on voit vraiment l'accompagnement avec les directions et dans le suivi des impacts qu'il peut y avoir, c'est complètement dans la démarche. Donc on voit, il n'y a pas que l'analyse et après on part, on dit des précaux, la mise en place d'outils, on part et on n'a plus personne. C'est vraiment dans le temps un accompagnement de bout en bout. Après, et ce qui ajoute finalement à la fin une stratégie qui, dans une feuille de route, a pu avoir un retour d'expérience terrain sur la capacité à mettre en œuvre, hein, quand vous mettez en place, alors je parle technique, mais des réseaux LoRa privés, c'est les impacts sur les points hauts sur lesquels ils vont être mis, sur la sécurité qui doit être mise en place, et qui doit après les superviser, à quel coût, quel est le niveau d'implication des agents ou des prestataires qui doivent être mis en place. Donc, si sur Winnar, il y a des gens qui sont techniques, qui savent de quoi je parle, c'est pas souvent évident. Donc là, toute cette phase-là, on va pouvoir impacter un peu tout ça dedans. Et si tu permets, Manuel, juste en complément, mais tout ce que tu as dit était évidemment très précis et opérationnel. Très rapidement, on peut avoir des quick wins, grâce notamment aux solutions que vous proposez chez Synox, parce qu'on aura réfléchi à des cas d'usage adaptés à la collectivité sur laquelle nous aurons travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais déconnecté la stratégie publique et l'outillage derrière, la technicité des outils derrière. Et donc, rapidement, on pourra voir avec le maire et son équipe sur quel projet de politique publique on peut aller intégrer de l'IoT, que ce soit très visible, que tout de suite les citoyens, les agents, les élus se disent c'est hyper intéressant, ça change notre vie, ça coûte beaucoup moins que ce que l'on pensait, on a tout intérêt à continuer dans cette veine-là, et ces quick wins créent une vraie dynamique derrière pour essayer de dupliquer ce qu'on a fait sur un pan de politique publique, mais sur l'ensemble des autres politiques publiques menées par une collectivité. Et tout ça va très vite, en fait, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. À partir du moment où on ne met pas 100 millions sur la table, on est sur des projets à taille humaine qui ne relèvent pas de coûts monstrueux, qui par ailleurs se financent ou s'autofinancent du fait des économies que l'on peut faire et émerger sur l'énergie ou sur la mobilité. Et c'est important aussi de se le dire que tout ça s'alimente, est très visible, va très vite et qu'en définitive, tout le monde est gagnant. C'est important de remonter le côté acceptation par les agents et le fait de voir du concret les implique dans la démarche et les responsabilise, et finalement ils se sentent plus liés à la stratégie que de subir si on leur impose au bout les outils. Alors on va parler un peu des exemples et je reviendrai un peu dessus, les outils, mais toi, donc, sur quel exemple tu as? Donc, c'était aussi pour montrer les typologies de collectivités, et c'est pas l'apanage donc des métropoles de faire de la Smart City. Au contraire, on trouve que les plus petites collectivités ont encore plus de pertinence, de retour direct, d'implication, parce que les centres de décision sont plus rapides et ils sont plus en lien avec les citoyens. Et ils ont un vrai feedback et retour, et ROI, hein, si on parle finalement financier, dessus, qui, pour les petites collectivités, qui sont très rapides. Ouais. Bon, tu as tout dit, presque. Non, mais non, c'est pas les exemples. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a. Alors, on vous a cité la ville du Brumath parce que c'est la plus petite, entre guillemets, qu'on accompagne aujourd'hui. Enfin, presque, plus maintenant, depuis
plus depuis quelques jours, on a plus petit encore, mais c'est une ville de 10 000 habitants qui a un projet très clair de Smart City. Et il sort d'où? Il sort d'où ce projet? Il vient d'où? D'abord d'un maire, comme je disais tout à l'heure, et d'une équipe qui a une vision, et puis d'évolutions fortes que subissait la collectivité qui est en proximité de Strasbourg, un quart d'heure de TER de Strasbourg, et donc des nouvelles populations plus jeunes avec de nouvelles envies, avec de nouveaux désirs, de nouvelles attentes, de nouveaux usages de la ville aussi, qui s'installaient sur ce territoire, et donc le besoin de se repenser entièrement, de repenser toute la stratégie, et le maire dit qu'effectivement, bien qu'il était qu'une ville de 10 000 habitants, eh bien, il avait la possibilité, en réfléchissant à des modes de financement intelligents, de voir comment est-ce que le digital, le numérique, l'IoT pouvait améliorer tout ça, à commencer par la question du stationnement autour de la gare qui n'était plus du tout adaptée au flux de population que connaissait la ville. Colmar-Aglo, c'est une collectivité plus grande, évidemment, avec de forts enjeux aussi de visibilité. Et on va aboutir, on est en train d'aboutir, on a presque abouti à un projet stratégique global. Ça a été d'un très très grand intérêt, on en reparlera peut-être tout à l'heure, pour amener les agents qui se connaissaient pas ou peu, ou en tout cas s'ils se connaissaient, ne travaillaient pas sur des projets communs, et bien justement à penser un projet complètement transversal et à remettre la data, la donnée au centre de leur stratégie d'intervention et comprendre en définitive comment est-ce que les objets connectés, IoT, comment est-ce que la donnée leur permettait de revoir l'ensemble de leurs pratiques, leur permettait d'être plus proches en définitive du citoyen, de revoir leur façon de travailler, et c'est tout un ensemble de changements qui sont véhiculés et poussés par ce projet de stratégie qui est vraiment devenu un projet de territoire. Et enfin, la Baule, c'est une autre circonstance. Hein. On est sur une collectivité qui a déjà largement investi la question de la Smart City, comme d'autres ont fait, mais qui l'a fait par pans, qui l'a fait par volets. Et il y a un moment, c'est toujours bon de se poser, de prendre du recul et de se dire, voilà, j'ai mené plein de projets, qu'est-ce qui, en définitive, constitue la feuille de route, la ligne directrice, et donc on va avoir ce travail avec les élus autour de faisons le point, prenons de la hauteur, essayons de nous projeter dans quelque chose d'un peu plus macro, d'un peu plus global, qui nous permette de nous dire la Smart City à la Baule, voilà ce que c'est, voilà ce qu'elle poursuit. Et je parle 2 secondes de ce que vous voyez à droite de la diapositive, l'inclusion numérique. C'est aussi une chose que l'on partage très largement avec Synox et autour de laquelle on s'est retrouvé. C'est qu'évidemment, il faut promouvoir l'IoT, sinon on n'en ferait pas un webinar. Évidemment, c'est un enjeu majeur de transformation de la ville de demain, mais on ne peut pas, on ne doit pas penser ville connectée, ville intelligente, sans derrière se dire comment je fais pour qu'une partie de la population qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas de compréhension ou de bonne appropriation de tous les enjeux autour du digital, du numérique et des objets connectés, comment je fais pour qu'ils ne soient pas des citoyens de seconde zone, quand ils ne le sont pas déjà, comment je fais pour que toute cette population-là reste dans le cœur de ville, reste dans le cœur de ma cité. Et justement, nous, on est persuadés que les objets connectés, pour peu qu'ils soient bien pensés, pour peu qu'on ait bien travaillé les usages, doivent permettre aussi à cette population qui est en risque de marginalisation, eh bien, de rester dans le cœur de ville, de rester des citoyens comme les autres, voire parfois de le redevenir grâce au numérique. Très bien. Donc, c'est bien. Je compléterai plus tard sur les exemples qu'on a eus, mais en tout cas, le côté un bon objet connecté est un objet connecté qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas à quoi il sert, mais il est intuitif. Donc, c'est aussi notre objectif, nous, dans les outils, de le rendre complètement transparent, quelque part. Transparent pour sa confiance, mais transparent dans son installation, dans son maintien, dans sa supervision et dans l'usage qu'on peut en faire. Souvent l'exemple du bus, c'est normal de savoir dans combien de temps le bus maintenant va arriver. Et pour savoir qu'il va arriver dans 2 minutes 30, c'est un service supplémentaire, mais on ne se pose pas la question de comment cette information nous arrive jusqu'à nous. Le fait qu'il y ait un capteur dans le bus avec la géolocalisation, les trajets, des points de relais, etc., c'est de la donnée. Et donc, nous, l'objectif, c'est de montrer par les outils aussi que la facilité d'essayer des cas d'usage pour pouvoir leur montrer que finalement,
ça ne fait pas peur d'installer des capteurs, ça apporte des choses. C'est notre objectif chez Sinox d'amener du conseil sur les choix de ces capteurs, finalement, parce qu'on a parlé avant de toutes les données, toutes les informations qui étaient pertinentes à remonter, mais le choix de savoir quelle précision de données, quelle fréquence on doit remonter, quelle est l'autonomie du capteur, quel est son niveau de sécurité, à quel coût il va être, quel est son impact carbone donc dans sa fabrication et dans son recyclage. Ça, c'est du conseil qu'on va amener aussi dans chaque choix. Entre un capteur de température et un autre, je défie une collectivité de comprendre comment fonctionne l'électronique de l'un et de l'autre. Donc nous, on essaie d'amener cette expertise-là. L'infrastructure, parler dessus, c'est que c'est vrai que tu as parlé des gros faiseurs. Eh ben, la politique de dire maîtrisez votre réseau comme vous l'avez fait pour la fibre optique en montant vos propres réseaux LoRa est être un des enjeux qui veulent pour avoir un réseau privé et éviter des coûts à l'objet connecté et d'avoir qu'un coût donc de CAPEX, comme ils ont l'habitude d'avoir, et pas d'OPEX, car les politiques publiques maîtrisent mieux ces investissements que ces coûts opérationnels. Et bien sûr, d'avoir des plateformes de supervision le plus intuitif possible, encore. Hein, ce ne sont pas des ingénieurs réseau, des techniciens qui pilotent des data centers en permanence. Sont vraiment des gens qui sont opérationnels. Ils ont besoin d'avoir des outils qui soient simples, ergonomiques, faciles d'utilisation et qui leur apportent une vision rapide et instantanée donc du suivi de ce qu'ils ont, de leur parc d'objets, de leur parc donc de capteurs et d'équipements supervisés avec les alertes, le suivi d'intervention. Donc c'est un peu ces deux typologies de plateformes qu'on a montées. Et pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'elles sont très faciles à mettre en place. Le but, c'est que finalement, en quelques jours, elles soient en place dans une collectivité avec X cas d'usage, compter des piétons, compter des véhicules, avoir des places de parking, avoir la qualité de la consommation, de la qualité d'air, consommation énergétique, etc., etc., de manière très rapide, très simple, pour qu'ils puissent toucher du doigt vraiment la réalité. Et bien sûr, donc après, le but est d'accompagner dans la prise en main, dans le suivi, dans l'évolution, parce que ça va, on voit tout de suite que ça nourrit des questions. Et quand il y a des questions, ça veut dire qu'on s'approprie un outil, qu'on s'approprie une méthodologie et de la donnée. Et derrière, comme disait un de nos clients à la métropole de Montpellier, il faut déjà stocker la donnée. Donc, dans le temps, il faut que la donnée soit de base, commencez par capter de la donnée et vous verrez plus tard ce que vous en ferez finalement parce qu'il faut du temps pour arriver à comprendre à quoi elle sert, à quoi on peut l'utiliser et travailler les algorithmes derrière. Voilà. Des ergonomies. Alors, moi, je vais parler donc, oui, de la métropole de Montpellier, parce que c'est une des métropoles où on a le plus avancé, qui a été un peu précurseur dans la mise en place d'un réseau LoRa privé pour maîtriser son réseau et ses coûts, issu de leur expertise qu'ils avaient eue avec IBM. Derrière, ils ont pu arriver à dire il nous faut, nous, une architecture que l'on maîtrise et on verra après les usages que l'on fera. Il faut qu'elle soit ouverte, qu'on conserve la gouvernance de la donnée, qu'elle soit sur une politique de petits pas, c'est-à-dire que les usages qui puissent monter en puissance et qu'on puisse aller voir les métiers au fur et à mesure. Et donc, ce qui fait que les cas d'usage arrivent petit à petit et il y a des services qui sont plus rapides que d'autres dans l'acceptation et dans la vision, et d'autres qui ont besoin d'être confortés, d'être rassurés, et donc ils sont plutôt suiveurs. Et donc on voit, finalement, on a pu travailler sur la mesure de la qualité d'air dans les espaces publics, comme à l'extérieur. On a travaillé sur le contrôle de la hauteur d'eau. Hein. Vous voyez, à Montpellier, il pleut pas fréquemment, mais quand il pleut beaucoup, donc il faut des capteurs de hauteur d'eau.
On a travaillé sur les éclairages publics, sur le tracking des vélos. Alors là, on pourra en parler pendant un moment, mais c'est de encore mesurer finalement par où passent les vélos pour arriver à dimensionner les pistes cyclables, à élargir donc le champ des zones finalement desservies par les vélos. Et au lieu d'avoir une politique et des enquêtes donc finalement de mobilité urbaine, grâce aux capteurs, ils ont économisé des millions d'euros par rapport à l'usage donc des vélos. Ouais. Les comptages de véhicules, donc le trafic, les typologies de véhicules, l'âge des véhicules, la grosseur des véhicules, tout ça permet avec des capteurs donc d'avoir une vraie vision. Avant, ils mettaient des personnes qui regardaient, qui étaient au carrefour, qui comptaient les nombres de véhicules. Et tout de suite, on arrive à avoir donc des retours assez importants. Et cas d'usage où on est assez fier, c'est avec un musée. Donc, je parlais tout à l'heure de la culture, c'est-à-dire que mettre des capteurs pour faire sortir les gens dans la ville et découvrir finalement l'architecture par des capteurs, des parcours particuliers. C'est quelque chose qui allie la culture et le capteur, sans parler finalement des capteurs que l'on met dans la conservation des œuvres pour suivre finalement l'hydrométrie et température des amphores, des pièces d'œuvres d'art. Ouais, c'est très, très varié. Alors après, vous voulez parler donc d'autres collectivités, ministère de l'écologie, Smart City, on en parle aussi parce qu'eux, ils couvrent un territoire, à travailler sur des hauteurs de cours d'eau, le plan Vigicru, Vigicru qui a 3500 points de relève en temps réel, donc sur le suivi des dépassements de seuil, qui remonte après sur des données open data. Tout ça, on a pu travailler la sécurité de la remontée, la validation et la supervision de cet ensemble donc oui, même des petites, des grands ministères comme ça ont besoin d'innovation de technologie. L'éclairage public, le flux de personnes. On travaille avec la ville, la métropole d'Aix-en-Provence, et avec des partenaires, je ne sais pas s'ils sont autour de, s'ils nous regardent, mais avec Citeloom, par exemple, on a pu travailler, puisque finalement, l'objectif est de travailler en partenariat. Chacun a ses compétences et dans son domaine, et on a pu expérimenter des statistiques sur les flux de parking en intégrant d'autres flux d'ouverture de barrières ou de parking en ouvrage d'art. Et ce n'est pas que l'objet connecté tout seul. Et d'arriver à compter le piéton pour les commerçants du centre-ville, justement pour leur indiquer finalement que finalement, malgré les travaux, il y avait du monde qui venait dans la boutique et qu'ils devraient ouvrir un peu plus tard que 18 heures, parce que le flux de personnes était plutôt entre 18 heures et 20 heures. Voilà, c'est un peu on va accélérer un peu, parce que je vois que dessus, on va parler retour sur investissement, parce que ça, c'est aussi un axe fort de montrer que, OK, on répond à des politiques publiques, mais nous, on a pu évaluer concrètement par rapport au coût de mise en œuvre d'une infrastructure IoT, que ça a fait des économies significatives sur les différents services, parce que finalement, chaque service n'avait pas besoin de souscrire à des abonnements de télécom, c'était mutualisé. Et rien que cette mutualisation-là fait économiser plus de 250 000 euros. Donc, je ne parle même pas encore du traitement de la donnée, ou d'éviter les fuites d'eau. C'est rien qu'en mutualisant un réseau à l'échelle d'une métropole. Sur les aires de livraison, aussi de stationnement, une économie de plus de 100 000 euros. Ça, ce sont des données que la métropole a évaluées elle-même. C'est elle qui a évalué, c'est pas moi qui est comme ça, on doit lever, dire combien ça fait. Sur les pistes cyclables, 50 000 euros d'économie, parce que savoir où est-ce qu'il fallait concentrer les travaux de voirie, eh bien, plutôt d'aller faire 3 fois au même endroit des travaux. Là, ça, dans l'organisation et l'optimisation des travaux,
ça a pu être fait. Et je ne parle pas de l'éclairage public, ça c'est connu et reconnu que le changement donc, de la manière de piloter les éclairages et des économies qui sont énormes. Toi, côté Erwan, côté. Ouais, je les ai déjà pas évoqués, c'est plus des externalités positives que de la monnaie sonnante et trébuchante. Et au-delà finalement de la facture énergétique ou de ce qu'on peut aussi retirer comme ressources avec le stationnement intelligent, pour faire court, on sait hein, que ces économies ou que ces ressources supplémentaires permettent de financer en partie les actions Smart City, voire en intégralité les actions Smart City qui sont mises en place. Mais au-delà d'euros sonnants et trébuchants, comme je disais, il y a, comme je l'évoquais, le fait qu'il n'y a plus de. Bonjour, je suis en réunion, j'arrive tout de suite. Il y a plus de. Il y a la capacité à mettre au service de ne plus travailler en silo, hein, c'est très important, de passer en mode projet et de donner avoir de la matière, du concret, de l'opérationnel pour ces services. Et puis le changement d'image de la ville aussi, d'une manière générale, qui est une ville qui continue ses innovations, les poursuit, les implémente, va encore plus loin et sur un territoire donné, eh bien, on va se le dire, hein, prendre l'avance sur les autres. Et de plus en plus, la question de la compétitivité territoriale, de la compétition entre les collectivités, c'est un sujet qui n'est plus tabou. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent là-dessus et c'est l'occasion aussi pour certaines eh bien, de prendre de l'avance. On voit ceux qui prennent de l'avance, c'est ceux qui ont fait finalement la transformation numérique. Et donc là, c'est de rentrer dans la transformation numérique grâce à c'est là où on peut évaluer finalement leur mise en place, leur acceptation. C'est un vrai enjeu pour la collectivité. Alors voilà, on fait la présentation un peu à la fin, hein, comme ça, de qui on est. Ouais, très rapidement, mais même si KPMG est assez connu, ce qu'il faut se dire, c'est que KPMG est dans une nouvelle dynamique et a pris une nouvelle dimension. C'était surtout un cabinet d'audit et d'expertise comptable. On l'appelait la belle endormie, voilà, KPMG. Ce n'est plus la belle endormie du tout, c'est aujourd'hui un cabinet qui est très à la pointe de tout un sujet d'innovation auprès des collectivités, bien sûr, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais aussi auprès des grands groupes, de l'industrie demain, des entreprises. Donc, grand groupe, grand cabinet qui souhaite aujourd'hui compter dans la façon de penser la ville de demain. Voilà. Alors, sinon, c'est juste nous, tout ça, c'est issu d'une plus de 15 ans d'expérience dans machine to machine, dans la mobilité, dans l'IoT. On gère un peu plus de 70 000 objets connectés, que ce soit en France ou à l'étranger, avec plus de 400 clients, hein, et pas que des collectivités, beaucoup de personnes dans le secteur privé, dans l'industrie, dans le transport, dans le smart building. Donc, on travaille avec beaucoup de partenaires hein, qui sont des fabricants de capteurs, qui sont des éditeurs, qui sont des opérateurs télécoms. Parce que cette intégration et cette facilité d'intégration, c'est au cœur de l'ADN de Sinox, de travailler en écosystème. Parce que tout seul, on ne peut pas arriver à faire des solutions de plus en plus complexes qui demandent maintenant de l'intelligence artificielle, qui ont demandé des grosses capacités de calcul et de connaissances. Donc voilà, on est en R&D permanente dessus, on est français. Là, c'était pour mettre un peu quelques références aussi bien de grands groupes ou de petits groupes, mais vous aurez l'occasion d'avoir, si vous demandez, le PowerPoint, et donc vous pourrez regarder dessus. Si vous voulez bien, on peut passer aux questions. On va essayer de garder le timing. Et donc, n'hésitez pas à poser quelques questions donc, sur la plateforme. Et là, on va essayer d'échanger. Donc, si je les prends un peu dans l'ordre, comment peut-on concilier la lenteur des prises de décision des collectivités locales avec les exigences des sociétés, notamment les startups, les PME qui ont un time to market qui n'est pas le même que la collectivité. Ça, c'est une question directe. Hein. Ouais. C'est une question directe, mais vraie. Alors, la lenteur elle a tendance à
réduire quand même dans les collectivités qui ont bien compris qu'il fallait essayer de se positionner rapidement sur ces questions. Ce qui est certain, c'est que l'horizon temporelle de la décision publique, au-delà des collectivités, n'est pas du tout celle d'une PME ou d'une start-up. C'est pour ça qu'il est très important pour une start-up, une ETI ou une PME d'avoir une approche stratégique qui ne soit pas concentrée sur un client, mais plusieurs clients, et puis qui se greffe, si possible, à des entreprises un peu plus grosses qui peuvent l'emmener avec elles sur tout un ensemble de champs et de domaines. Mais effectivement, la Smart City a du mal à décoller. Quand elle décollera, les collectivités vont mettre un certain temps à bien s'approprier le sujet. On l'a vu tout à l'heure, un projet c'est long. Un projet c'est entre 3 mois et 8 mois quand c'est mené par une collectivité. Puis elle est grosse, entre guillemets, plus le projet sera long parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont embarqués. Mais in fine, il ne faut pas se décourager et puis suivre les étapes pas à pas, marquer à la culotte, si je veux dire, la collectivité, les élus, en étant sûr de la proposition de valeur que l'on veut apporter, en étant sûr des cas d'usage que l'on veut proposer aux clients. Mais assurément, la temporalité de la décision publique, elle est longue. C'est une spécificité française, mais c'est aussi ce qui parfois permet d'éviter des bêtises. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur ce type donc de démarche pour arriver à les rassurer, à aller plus loin, parce que ils partiront jamais sur une mise en production à l'échelle et dans la masse d'un seul coup. Ils ont besoin donc d'avoir ces itérations-là et le fait de leur qu'ils fassent des itérations petit à petit pour les convaincre et qu'ils arrivent à passer à l'échelle, c'est aussi un peu, on doit les former, on doit les évangéliser et rassurer surtout encore plus quand c'est une start-up. Une start-up, ils ont toujours peur que la start-up ne soit plus là dans le temps. Et donc, OK, il y a une techno qui est intéressante. OK, ils doivent accompagner les startups de leur territoire, dire bon, ben, venez expérimenter. Mais c'est rare qu'ils les passent à l'échelle parce que justement, c'est plus les mêmes services qui sont en gestion. Le service donc de développement économique va tester des choses avec les startups. Par contre, dès que ça doit passer à l'échelle, là, on passe vraiment avec les services métiers. Et là, les services métiers, il faut vraiment que ça réponde à leur politique publique, aux engagements qu'ils ont pris au niveau de leur stratégie, et ils ne sont plus dans de l'expérimentation. Donc, c'est là aussi où la démarche a du sens. Ce qui est sûr, c'est que quand ça va décoller, ça va aller très vite. Voilà. Et ceux qui auront pris de l'avance, ceux qui seront présents, ceux qui ont réfléchi à leur stratégie à court, moyen terme, parce qu'à long terme, on est tous morts, ceux-là pourront prendre une belle part du marché de la Smart City. Alors, j'ai une question suivante. Comment voyez-vous les solutions techno permettant les accès et le partage de la data pour les collectivités par rapport aux d'autres parties prenantes du territoire? Donc là, c'est le côté comment finalement cette donnée peut être partagée ou être mise dans un modèle économique qui est entre ceux qui produisent de la donnée, ceux qui consomment de la donnée. Euh, je vois bien où on veut en venir à la question. Donc, Il y a deux c'est vrai sujets, si tu me permets de répondre en partie, puis je te laisserai rebondir. Premier sujet qui est une conviction forte. Il n'y aura pas de monétisation de la donnée publique. Voilà. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense pas que demain, des collectivités vont pouvoir faire fortune en vendant leurs données. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que il faut que les collectivités puissent apprendre à négocier avec des providers, avec des DSP, la récupération de leurs données. Voilà. Il y a beaucoup de collectivités qui ne sont pas attentives à ce sujet de est-ce que j'ai le droit d'accéder à des données, est-ce que je suis bien propriétaire de mes données, et pourtant c'est fondamental. Et lorsque l'on renégocie un contrat de DSP quand on est une collectivité, il est très important, si on n'a pas la compétence en interne, de se faire accompagner pour savoir comment est-ce que sur un contrat de 10, 15, 20 ans, je vais pouvoir avoir accès à mes données. Et le dernier sujet, il est sur tout ce qui est données ouvertes et partagées. C'est un vaste chantier. Voilà. La Banque des territoires commence à s'interroger aujourd'hui sur le modèle le plus idéal.
Je ne crois pas personnellement qu'il y ait un modèle idéal. Je pense qu'il y a des modèles qui seront singuliers pour un certain nombre de territoires, de typologies de territoires, que ici, une plateforme des données sera adaptée et ailleurs, ce sera plus un mode de gouvernance et des plateformes qui seront interopérables. Ailleurs, ce sera effectivement des solutions déjà existantes et qui ont prouvé toute leur valeur, mais il n'y aura pas un modèle d'échange de données sur les territoires. J'y crois pas. On est trop divers et c'est ce qui constitue notre richesse. Oui, chaque territoire va avoir sa marque de fabrique aussi et garder un peu une maîtrise de sa gouvernance dans les choix. Après, au niveau, parce que la question était un peu sur les côtés techno, les technos sont là. C'est plutôt le choix politique qui doit maintenant entrer en jeu. Et donc là, c'est pour ça que c'est important de faire comprendre aux décideurs politiques les possibilités qui s'offrent à eux. Et après, derrière, les choix de techno, de savoir si c'est eux qui vont mettre en place un partage de données, est-ce qu'ils veulent travailler de la blockchain ou d'autres systèmes. Ça, c'est des tendances qu'on peut voir entre des collectivités qui se posent des questions, des collectivités qui veulent expérimenter ce type donc, de solutions technologiques, toujours encore parce que ils essayent de rendre l'adéquation entre leurs contraintes politiques et citoyennes, et donc de l'open data, et le fait d'amener une sécurisation de qui va accéder à cette donnée et pour quoi faire, et ils ont un engagement moral et éthique vis-à-vis de ça. Une autre question donc sur le réseau utilisé bas ou haut débit, je crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. On voit du cellulaire, on voit donc du LoRa opéré ou du LoRa privé. Toutes ces technos sont en fonction forcément de l'usage. Il n'y a pas un seul réseau qui, si on parle du réseau, il n'y a pas un seul réseau qui va supplanter les autres. Hein. Quand vous prenez des caméras vidéo, il y a besoin de débit, donc c'est soit par du filaire, par de la fibre, par du cellulaire. Des objets connectés qui sont plus autonomes en énergie et donc qui vont pouvoir utiliser du bas débit. C'est intéressant parce qu'au niveau sur des compteurs d'eau, par exemple, on voit pendant 10 ans, ils vont pouvoir remonter l'index. Donc, c'est vraiment, là, il n'y a pas un seul réseau. Une question assez simple, à partir de Smart City, à partir de combien de citoyens? 2. Petite calcul. Non, ouais, c'est Smart City. Non. Il y a des villes qui font moins de 5000 habitants et qui sont très légitimement des smart cities. Je pense à Saint-Sulpice-la-Forêt, qui est l'exemple le plus régulièrement cité. Mais à partir du moment où vous avez la volonté d'essayer de moderniser votre collectivité, que ce soit l'éclairage des rues ou l'intervention de vos services techniques quand vous en avez, ou simplement la relation aux citoyens et l'accès à un portail citoyen, tout ça, c'est la Smart City. Et il n'y a pas besoin d'être dans une collectivité de 10, 15, 30, 50 ou 250 000 habitants. On peut, sur des villes de petite taille, de 2 à 5 000 habitants, commencer effectivement à poser de l'IoT pour peu qu'on ait la compétence, évidemment, qu'on ait la vision et qu'on ait l'envie de déployer quelque chose. Ouais, c'est une question de volonté parce qu'il n'y a pas de. Maintenant, les technos, on dit il n'y a pas besoin de venir et c'est très rapide, en quelques semaines de mise en place. Donc le coût est très faible et les retours peuvent être très rapides. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des informaticiens, des équipes d'informaticiens, d'avoir des data centers en interne. Tout ça, il y a des solutions qui permettent donc pour des petites collectivités rapidement. Je trouve que même il y a plus de pertinence et plus de possibilités sur les petites collectivités, les communes, parce qu'ils sont vraiment plus rurales et il y a besoin d'avoir une vision de son territoire à distance. Je vous remercie parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on arrête, que ça fait trop longtemps qu'on a fait. Donc je répondrai à la question de Jean-Bernard peut-être directement, parce que c'était plus sur le partenariat KPMG Sinox et comment on peut nous solliciter. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse voir ensemble et vous accompagner finalement dans une démarche Smart City. Merci à tous.
Merci. Vous pourrez retrouver très bientôt donc, le webinaire pour pouvoir le télécharger aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors.